Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bienvenue, chers apprenants. Je suis Monsieur Dormo Emmanuel. Je vous reviens aujourd'hui pour la suite de notre cours de SVT de la classe terminale D. J'adresse comme ça un salut chaleureux à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Nous abordons aujourd'hui la dernière partie de notre programme. Elle est intitulée « Évolution de la Terre et du monde vivant ». Mais avant de commencer, je vais attirer votre attention. Parce que les élèves ont l'habitude de négliger cette partie. Et comme disent les anglo-saxons, c'est the last but not the least. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est la dernière partie que c'est la partie la moins importante. D'autant plus que chaque sujet de baccalauréat, SVT, terminal D, a des questions portant sur toutes les 5 grandes parties du programme. En guise de prérequis, la liste des mots est là, liste des mots expressions. Vous avez par exemple l'expression biosphère. Dans biosphère, vous avez bio, qui signifie vie, et sphère, qui signifie milieu. Comprenez donc que biosphère, c'est tous les milieux de la Terre où on retrouve les formes vivantes. Ça peut être des milieux aquatiques, ça peut être des milieux terrestres, ça peut même être des parties de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est donc quoi? C'est tout simplement la couche gazeuse qui entoure la Terre. Et vous savez déjà, si vous êtes fan de ce qu'on appelle des jeux à la télévision, vous avez entendu parler de la théorie de Big Bang. La théorie de Big Bang est évoquée en évolution. Qu'est-ce qu'elle dit, la théorie de Big Bang? Il y a des scientifiques qui ont émis ce modèle pour expliquer l'origine de la Terre. Et cette théorie dit tout simplement qu'à partir d'une étincelle venue de nulle part, il y a des réactions rapides et subitement, la Terre est née avec tout son contenu. Donc, vous comprenez que nous n'insisterons pas aujourd'hui sur cette théorie de Big Bang. Nous parlerons plutôt de la météorite, des météorites, un mot qui reviendra le plus souvent. On l'a déjà évoqué en classe première. Pour désigner ces fragments de roches venus de l'espace et qui ont percuté la Terre, nous verrons l'importance des météorites dans cette partie qu'on appelle évolution. Nous passons comme ça à l'accrétion planétaire, un terme aussi qui a déjà été évoqué dans les classes précédentes. L'accrétion, nous avions parlé de l'apport de matière visant à augmenter le volume des entités, ça peut être la Terre, ça peut être autre chose. Nous avions même parlé de l'accrétion océanique en classe première pour parler de l'augmentation du plancher océanique à partir des matières qui provenaient de l'éruption volcanique dans les zones de dorsales. Ici, nous parlons plutôt de l'accrétion planétaire pour parler de la matière qui provient des météorites et qui a percuté la Terre, augmentant ainsi progressivement son volume. Une autre expression, c'est la niche écologique. La niche écologique, c'est l'ensemble des conditions permettant la vie d'une population, d'un groupe ou d'un individu. Quand on parle de niche écologique,
ça peut être la température, le dioxygène, ça peut être l'alimentation, et même pourquoi pas des partenaires sexuels. Cet ensemble de conditions qui permet à l'être de se trouver à l'aise dans son milieu. Et de façon globale, nous dirons que les principales conditions de vie sur une planète, sur la Terre, sur une planète, c'est la présence du dioxygène, la présence de l'eau à l'état liquide. Mais nous sommes quand même en évolution. On ne peut pas entrer dans le sujet sans parler de ce thème évolution. Bon, loin de nous l'idée de remettre sur la table le débat des évolutionnistes. Mais on ne peut ne pas parler de quelqu'un de particulier, Darwin. Darwin, avec sa théorie sur le transformisme basé sur la sélection naturelle. Que dit Darwin? Il n'y a pas de saut évolutif. Il n'y a pas de saut évolutif, veut dire quoi? Veut dire qu'il n'y a pas de transformation rapide. Les êtres vivants apparaissent, disparaissent, et les autres, à leur tour, apparaissent. Ceci nous amène vers une définition. Ça amène à proposer une définition en ce qui concerne le terme évolution, qui est tout simplement la formation des organismes nouveaux à partir des organismes existants. Ceci dit, nous commencerons cette partie par le chapitre 13, qui est intitulé « L'histoire et évolution de la Terre et des êtres vivants ». L'objectif général sera d'expliquer l'origine de la vie et montrer que l'évolution des êtres vivants a été marquée par des périodes de crise biologique. Nous en reparlerons. Un peu comme tous les autres chapitres, ce chapitre est scindé en plusieurs leçons. La première est intitulée « Les premières étapes de la vie ». Les objectifs intermédiaires que nous allons utiliser sont expliquer l'origine de la vie, préciser la date de naissance de l'atmosphère terrestre, montrer qu'il y a une relation étroite entre les modifications de l'atmosphère terrestre initiale et les premiers stades de l'évolution des êtres vivants. En grand 1, l'hypothèse sur l'origine de la vie. Nous commençons par préciser que quand on parle de l'hypothèse sur l'origine de la vie, il nous reviendra d'expliquer l'apparition des premières molécules qui ont été à l'origine de la vie. C'est-à-dire, si on arrive à expliquer l'apparition des premières molécules, et en fonction de la qualité de ces molécules, on sait que c'est des molécules clés qui permettent la formation de tout organisme vivant. Il y a deux hypothèses qui ont été émises. En petit 1, nous avons ce qu'on appelle origine extraterrestre de la vie. Nous disons la Terre reçoit des météorites. Et quand on fait l'analyse de ces météorites, on constate que ces météorites possèdent des composés organiques. Et quand nous parlons de composés organiques, vous les voyez même déjà à la page 2, la qualité de ces composés organiques est telle que ils peuvent être utilisés pour ce que nous appelons le fondement de la matière vivante. Ce fondement de la matière vivante étant quoi? Étant le matériel génétique. Vous avez étudié en classe première la composition de l'ADN. Vous savez que les bases azotées reviennent. Vous savez aussi que quand on obtient déjà les acides aminés, à partir des acides aminés, on a des protéines et l'élément fondamental de la formation de la cellule, c'est les protéines, la matière de construction. Nous comprenons donc que l'origine extraterrestre est basée sur des météorites.
Ces météorites dont la composition nous montre la présence des molécules organiques qui sont à l'origine de la formation des organismes vivants. Nous passons au petit 2, c'est-à-dire la deuxième hypothèse qui propose l'origine terrestre de la vie. Là, nous allons nous appuyer sur l'expérience de Miller que vous voyez devant vous. On va essayer de décrire cette expérience. Il y a le ballon et dans le ballon a été introduit du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène et vapeur d'eau. Nous constatons que le dispositif nous présente un système de chauffage. Pourquoi le système de chauffage? C'est pour simuler les périodes chaudes qui ont eu lieu dans les temps géologiques. Le dispositif nous montre aussi un système de réfrigération. Le système de réfrigération ici permet de simuler les périodes froides. Le dispositif nous montre aussi les décharges électriques. Les décharges électriques ici permettent de simuler des éclairs. Certainement, ces éclairs ont joué un très grand rôle dans l'obtention des molécules organiques. Lorsque Miller met en place ces dispositifs, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient la formation des molécules organiques. Notamment, nous avons ici la formule de l'acide cyanhydrique, nous avons ici la formule du formaldéhyde, mais il y a aussi des acides aminés. Et on estime donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que dès qu'on a des acides aminés, ces acides aminés, ainsi que toutes les autres molécules, ont servi à la formation des organismes vivants, parce qu'on pouvait déjà avoir le matériel génétique. Il y a quelques questions qui nous sont posées pour décider ou bien pour proposer une solution finale aux deux hypothèses. En petit a, on nous demande que représente le mélange gazeux. Le mélange gazeux ici, nous entrons dans l'expérience de Miller. Le mélange gazeux ici représente l'atmosphère supposée primitive. L'atmosphère supposée primitive de Miller. Nous verrons plus tard pourquoi nous disons l'atmosphère supposée primitive. La deuxième question est: quelle information tire-t-on de cette expérience? L'information est simple. L'expérience nous permet de montrer qu'à partir d'un mélange gazeux, on peut obtenir la formation des molécules organiques. À la troisième question, la question C, on demande d'émettre une hypothèse concernant l'origine des premières molécules organiques. Ici, vous avez constaté que ce mélange gazeux a été obtenu à partir de la Terre, n'est pas d'origine extraterrestre. Donc, cette expérience nous permet tout simplement de dire que les premières molécules organiques sont d'origine terrestre. À la question D, on nous demande si l'expérience peut être remise en cause. Nous disons oui. Mais faites attention à ce style de questions. Sachez que quand vous posez ce genre de questions à l'examen, ne justifiez pas quand on ne vous demande pas la justification. Nous disons oui. On nous demande de justifier. Nous disons que les expériences ont montré plus tard que l'atmosphère utilisée par Miller lors de son expérience n'était pas l'atmosphère primitive. Voilà pourquoi l'expérience peut être remise en cause. Et si l'expérience est remise en cause, on nous demande à la question E, qu'est-ce qu'on peut conclure donc? Nous pouvons tout simplement conclure que l'hypothèse de Miller est moins probable. Et l'hypothèse la plus probable est l'hypothèse extraterrestre en ce qui concerne l'origine
des molécules organiques. Et à partir de cette expérience, qu'est-ce qu'on peut donc retenir en définitive? Nous disons, les météorites tombés lors de la formation de la Terre ont apporté des molécules organiques. Ces molécules organiques montrent qu'elles constituaient des briques. Vous connaissez l'importance des briques pour la fondation, des briques de la formation des êtres vivants et notamment, comme nous avons dit tout à l'heure, pouvaient être à l'origine de la formation du matériel génétique, l'ADN et des protéines. Et ces molécules qualifiées de molécules prébiotiques. Pourquoi prébiotiques? Parce que ces molécules ont été formées en l'absence de toute vie sur Terre. Nous disions que ces molécules se sont accumulées pour former ce qu'on appelle la soupe primitive. Voilà donc en ce qui concerne ces deux hypothèses. L'hypothèse extraterrestre est la plus probable. Nous continuons avec le deuxième objectif, grand 2, page 3. Nous parlons de l'interaction atmosphère-biosphère. Nous allons le faire en nous appuyant sur les figures 2 et figure 3 de cette page. Nous passons évidemment par des activités pour montrer quel a été le parallélisme dans les modifications de l'atmosphère et l'évolution des êtres vivants. Vous observez attentivement le document. Je pose des questions, on observe ensemble et on apporte des réponses. Dater et expliquer la formation de l'atmosphère terrestre. Cette première formation, quoi. Là, nous venons à la figure 2, à l'extrême gauche. Vous constatez qu'il y a le schéma d'un volcan et ce volcan libère un mélange gazeux avec du CO2, avec de l'acide sulfurique, avec les hydrogènes. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate au coin au-dessus qu'il y a une date, un 4,5 giga-années. Giga-année ici veut dire milliards d'années. À partir de cette observation, nous disons donc que cette première formation de l'atmosphère terrestre date de moins 4,5 milliards d'années. Et comment expliquer cette formation? Voyons le phénomène volcanique. Nous disons que ça s'est fait à la suite du dégazage du manteau. Voilà pour la première question. La deuxième question, on dit comment se caractérise l'atmosphère avant l'apparition de la vie? Comment se caractérise l'atmosphère avant l'apparition de la vie? Nous rentrons toujours à la figure 2. Vous allez constater, à la première partie de la figure 2, on a écrit la Terre avant la vie. C'est-à-dire de moins 4,5 à moins 4. On a dit la Terre avant l'apparition de la vie. Et comment se caractérise l'atmosphère avant l'apparition de la vie? Nous disons tout simplement que cette atmosphère est dépourvue de dioxygène. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère réductrice, parce qu'il n'y a pas de dioxygène. Et par contre, on y retrouve évidemment du CO2, on y retrouve de l'azote, on y retrouve de l'acide sulfurique. La troisième question dit relever entre moins 4 giga-années et moins 2 giga-années le phénomène biologique observé chez les prokaryotes autotrophes et les conséquences qui en découlent. Nous restons toujours au niveau de la figure 2. Nous observons bien moins 4 gigas et moins 2 gigas. Mais quel est le phénomène que nous pouvons relever en ce qui concerne ces individus qu'on appelle
des prokaryotes autotrophes. Nous observons le schéma de ces prokaryotes autotrophes. On constate qu'il y a consommation de l'eau, consommation du CO2 et libération du dioxygène. Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à la photosynthèse. Nous disons donc que nous avons eu affaire à la photosynthèse. Mais faites attention, à cette date, le dioxygène n'est pas encore présent dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que vous constatez sur le document que le dioxygène libéré à cette période a été fixé par les couches rocheuses, a été fixé dans les sédiments. Mais ce n'est pas l'unique phénomène, parce que vous allez constater qu'on a noté aussi que le CO2 a été piégé à cette période pour former les carbonates. Donc, il y a eu donc le phénomène de photosynthèse et le phénomène de piégeage du CO2 en carbonate. On nous demande donc les conséquences qui vont donc en découler. Les conséquences sont simples. Les conséquences, c'est la diminution du taux de CO2 au niveau de l'atmosphère. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas encore parler de la présence du dioxygène parce que ce qui est libéré à cet instant a été fixé par des sédiments. Et nous allons continuer tout à l'heure avec l'exploitation de ces documents, toujours dans le but de vous montrer quelle a été la relation, le parallélisme entre les modifications de l'atmosphère et l'évolution des êtres vivants. Je vous reviens tout à l'heure. Soyez très attentifs. Merci. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Une fois de plus, bienvenue chers apprenants. Nous étions rendus à l'exploitation des documents figures 2 et 3 pour expliquer notre corrélation de l'évolution de l'atmosphère et des êtres vivants. Et la question qui suivait était donc celle-ci. On nous demande de relever entre moins 2000 millions d'années et moins 600 millions d'années le phénomène qui s'ajoute au précédent. Nous avons dit que le précédent était la photosynthèse. On l'a observé au niveau des prokaryotes autotrophes. Là, nous nous référons plutôt à la figure 3. Et nous observons, là on a noté à la figure 3, les cellules eucaryotes. Quand nous observons les cellules eucaryotes, il y a la consommation du CO2, la libération du dioxygène. Vous voyez déjà la photosynthèse, on en avait déjà parlé. Mais la nouveauté ici, c'est quoi? C'est que vous avez le dioxygène qui est aussi absorbé par les cellules eucaryotes, la libération du CO2. Donc, le phénomène qui s'ajoute à partir de cet instant est bel et bien la respiration. Et on nous demande quelle est l'évolution du taux de dioxygène durant cette période. Vous allez constater que contrairement à ce qu'on a vu avec la figure 2, le dioxygène ici n'est plus fixé par des sédiments, il est libéré et on constate au niveau de la flèche comment le diamètre augmente lorsqu'on évolue de 2000 millions d'années à moins 600 millions d'années. Donc nous disons tout simplement qu'il y a augmentation du taux de dioxygène. La question qui suit est la suivante. Expliquez la mise en place de la couche d'ozone et préciser son importance. La couche d'ozone, nous savons tous qu'elle est
représenter O3. Et pour obtenir O3, c'est tout simplement O2 plus O. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la couche d'ozone se forme à partir du dioxygène. O2 plus O nous donne O3. Quelle est son importance? Vous connaissez son importance. Ça bloque les radiations UV. Ça empêche donc ces radiations UV de parvenir à la surface de la Terre. La dernière, c'est de tout ce qui précède. Est-ce qu'on peut décrire le développement des êtres vivants à partir de moins 600 millions d'années? Je me réfère toujours à notre figure 3. Observez à moins 600 millions d'années le comportement des êtres vivants. Vous allez constater que c'est un peu comme si vous voyez les premiers vertébrés, les premiers animaux à coquilles, c'est un peu comme si ces animaux grimpaient une colline. En fait, de quoi s'agit-il? C'est qu'avec l'arrivée du dioxygène à un taux important, avec la protection, avec la formation de la couche d'ozone, puisqu'avant les êtres étaient aquatiques, puisque l'eau bloque les rayonnements UV. Maintenant, comme il y a déjà la couche d'ozone, le comportement des êtres, c'est quoi? C'est que les êtres migrent dans la zone continentale. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir à partir de notre activité? L'étude de ce que nous appelons les stromatolites. Les stromatolites, ce sont des formations calcaires qui ont été construites à partir des cyanobactéries. Les cyanobactéries eux-mêmes étant ces premiers prokaryotes qui ont eu à réaliser la photosynthèse. Donc, cette étude montre qu'à partir de moins 3 milliards d'années, il y a eu photosynthèse. Mais nous venons de constater que l'atmosphère a commencé à s'enrichir en dioxygène à partir de moins 2 milliards d'années. Et dès lors, nous avons eu les cellules eucaryotes, on a eu des invertébrés, des végétaux, des vertébrés. Tous ont d'abord été aquatiques, mais avec le temps, ces animaux, ces êtres ont migré dans la zone continentale, les conditions comme nous avons données étant déjà requises. Chers apprenants, à la fin de chaque leçon, réalisez toujours vos objectifs pour savoir si vous avez assimilé le cours. Il s'agissait d'expliquer l'origine de la vie. Nous pensons avoir démontré que les premières molécules organiques étaient d'origine extraterrestre. Il s'agissait de préciser la date de naissance de l'atmosphère terrestre. Nous avons tous constaté ce dégazage qui a eu lieu à moins 0,45 milliards d'années. Il s'agissait de montrer cette corrélation. Nous avons démontré comment progressivement l'atmosphère s'est appauvrie en gaz carbonique et s'est enrichie en dioxygène, rendant la vie possible. Nous abordons comme ça la leçon 2 de notre chapitre, qui est la reconstitution de l'histoire géologique. Et nous parlerons là de ce qu'on appelle les crises biologiques. Les objectifs, on demande de situer les grandes coupures des temps géologiques. On demande de relever les différentes périodes de crise et leur influence sur l'évolution des êtres vivants. Et enfin, on demande de citer quelques crises biologiques. Comme d'habitude, nous allons utiliser ce schéma pour illustrer l'étude des crises biologiques. D'abord, la définition et les principales crises. On passe par un petit questionnaire de l'activité. Relevez les différentes aires présentes dans le document. Faites attention à ce mot relever. Quand vous demande de relever, ne fournissez pas des efforts, n'entrez pas dans le cahier. Cela signifie tout simplement que ce qu'on vous demande est dans le document. Je prends mon document a plusieurs colonnes. La première colonne, il y a l'âge. La deuxième colonne, vous avez tout simplement
La deuxième colonne, vous avez les aires. La troisième, vous avez les systèmes ou des périodes. L'autre, vous avez le nombre de familles. Donc, quand on demande de relever, vous regardez tout simplement, vous avez les primaires ou paléozoïques, vous avez l'ère secondaire ou mésozoïque, et vous avez les tertiaires ou cénozoïques. On relève tout simplement. À la question 2, on nous demande de relever les systèmes correspondant à l'ère primaire. Je me limite tout simplement à l'ère primaire et je relève. Qu'est-ce qu'on a? On a le Cambrien, l'Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère et Permien. Je suis en train de relever ces systèmes qui correspondent. À la question 3, on demande de situer le début de l'ère secondaire et le début de l'ère tertiaire. Le début de l'ère secondaire correspond aussi tout simplement à la fin de l'ère primaire. Et quand nous prenons notre document au niveau de la colonne de l'âge, on constate que cela se situe tout simplement à moins de 245 millions d'années. Et en ce qui concerne les tertiaires, nous disons tout simplement le début de l'ère tertiaire en faisant le même exercice. On lit tout simplement le début de l'ère tertiaire. C'est situé qui est aussi la fin de l'ère secondaire, se situe à moins 65 millions d'années. Bon, ces périodes, ces dates nous seront très utiles. On demande à quelle période se situe la disparition des dinosaures. Nous passons à la troisième colonne, à la quatrième colonne. Et vous voyez en manuscrit, on a écrit dinosaures. Et quand vous regardez bien, les dinosaures ne couvrent que la période de l'ère secondaire. À partir de là, nous disons tout simplement que la disparition des dinosaures a eu lieu à la fin de l'ère secondaire. Et on nous demande de situer les périodes qui correspondent aux diminutions importantes. Là, c'est très important. Je reviens au niveau du nombre de familles. Vous voyez des parties qui sont extrêmement creuses. Et il s'agit donc de ces différentes parties. Je commence vers le bas. Vous avez fin ordovicien, vous avez fin dévonien, vous avez fin permien, vous avez fin Trias, vous avez fin Crétacé. Voilà donc ces différentes parties où on a constaté une très grande diminution des familles marines. On demande de situer celle qui correspond à la plus forte diminution des familles. Nous observons toujours notre document et on voit que c'est beaucoup plus creux. À quel niveau? C'est beaucoup plus creux au niveau de fin permien. Bon, cette exploitation des documents nous amène tout simplement à situer ce qu'on appelle les différentes crises biologiques. La crise biologique est donc la période marquée à l'échelle du globe par l'extinction. L'extinction, c'est-à-dire la disparition massive et plus ou moins brutale des groupes entiers d'êtres vivants. On dit bien disparition massive, plus ou moins brutale des groupes entiers d'êtres vivants. On distingue 5 grandes crises biologiques. C'est ce que nous avons cité tout à l'heure. Fin ordovicien, fin dévonien, fin permien, fin Trias et fin secondaire. Chers apprenants, faites très attention. Vous avez vu, nous avons insisté sur 2 périodes. Fin permien et fin primaire. Fin permien, c'est-à-dire fin primaire et fin secondaire. Pourquoi on a insisté dessus? Parce que la crise de fin permière a été la crise la plus grande, la plus importante, parce que c'est celle qui a connu la plus grande forte diminution des formes vivantes, que ces formes soient végétales ou animales, terrestres ou aquatiques. Mais la crise de fin secondaire est ce qu'on appelle la crise la plus célèbre. Elle est la crise la plus étudiée. Mais pourquoi elle est la crise la plus étudiée?
Elle est la crise la plus étudiée parce qu'elle a connu, tel que nous voyons à la page 6, la figure 5, elle a connu la diminution des dinosaures. Et tel que vous voyez ces dinosaures qui étaient des animaux très utiles en paléontologie, en biologie, en évolution, vous constatez la diversification. Il en existe une vingtaine d'espèces. Il y a même qui sont des bipèdes, des quadrupèdes, ainsi de suite. Donc, vous observez sur le document de la figure 5 la variété des dinosaures. Nous passons à deuxième activité où on nous demande des causes et conséquences des crises biologiques. Nous allons utiliser les figures 6, 7 et 8 de la page 6. Les observer attentivement ces figures 7 et 6 de la page 6 et toujours des petits questionnaires. On dit quel fait important montre la figure 6 de la limite Crétacé-Tertiaire. Très bien. La figure 6, nous l'observons. Vous observez au niveau de la figure 6 qu'il y a la limite Crétacé-Tertiaire. Quel est le fait important? C'est simple. C'est tout simplement la forte production de l'iridium et de magnétite. Je réponds très simplement à cette question. Maintenant, on nous demande quelle hypothèse pouvez-vous émettre, sachant que l'iridium est rare dans la croûte terrestre et présent dans les météorites. La magnétite étant un oxyde fer normalement absent dans les couches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a analysé des couches datant de cette période. On a constaté beaucoup d'iridium, alors qu'en principe, l'iridium n'est présent que dans les météorites. À partir de là, on émet l'hypothèse est simple. L'hypothèse, c'est tout simplement qu'à cette période, il y a eu la chute des météorites. On nous demande à la troisième question d'analyser la figure 7. La figure 7, qu'est-ce qu'on constate? Il y a d'abord une chute des météorites, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est ce volcanisme de Décan. Décan, c'est à l'ouest de l'Inde. Il y a un massif volcanique là qui peut couvrir plus de la moitié du territoire camerounais. Et on a constaté dans les études que ce volcan s'est déroulé, vous voyez, c'est de moins 300 000 à plus 300 000, ça veut dire qu'il a duré environ 600 000 ans. Donc, vous constatez donc et en plus, nous avons un phénomène volcanique. Voilà l'analyse tout simplement de cette figure 6, la chute de cette météorite et ce volcanisme de Décan. On nous demande que peut-on conclure à partir des figures 6 et 7. La figure 6 nous a parlé des météorites, donc à partir de la figure 6, nous avons parlé des météorites qui ont percuté la Terre à cette période. À partir de la figure 7, nous constatons qu'il y a eu un phénomène volcanique. Ceci nous amène à une conclusion simple. Cette crise du Crétacé tertiaire s'explique par la chute des météorites et par le phénomène volcanique. On nous demande en dernière question d'analyser la figure 8. Et l'analyse, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est tout simplement donner le processus d'évolution des paramètres. Vous avez ici en contenu, en trait continu, l'évolution des dinosaures et en interrompu l'évolution des mammifères à la figure 8. Nous constatons que l'évolution des mammifères, dans un premier temps, à moins 115 millions d'années, est d'environ, ça nage entre 15 et 20, tout au long de cette évolution, ça ne varie pas beaucoup. Mais subitement, à moins 67 millions d'années, on constate que le nombre de mammifères baisse, de dinosaures, je vous en prie, l'évolution des dinosaures. On constate qu'à moins 67 millions d'années, le nombre de dinosaures baisse gravement et s'annule à moins 65 millions d'années. Rappelez-vous que nous avions dit que c'est à cette période qu'il y a eu cette crise Crétacé-Tertiaire. Et quand nous observons l'évolution des mammifères en pointillés, vous allez constater que cette évolution est opposée. C'est-à-dire, au moment, à moins 65 millions d'années, quand les dinosaures apparaissent,
c'est à ce moment que les mammifères augmentent leur diversification, que leur nombre augmente. Cela nous amène à une conclusion qui est simple. La disparition des dinosaures s'est accompagnée de l'expansion des mammifères. Et la notion construite, que retenir donc? Puisque qu'est-ce qu'on recherchait? On recherchait tout simplement les causes des crises biologiques. Nous disons que deux hypothèses ont été émises donc, pour expliquer la crise crétacée-tertiaire. Nous venons de le démontrer à travers nos activités. Il y a eu la chute des météorites, il y a eu le volcanisme. Comment cela s'est passé? Que ce soit la chute des météorites ou le volcanisme, ces phénomènes ont entraîné ce qu'on appelle une production d'une très grande quantité de poussière. Le volcanisme, par exemple, a produit beaucoup de cendres qui a parcouru des centaines de kilomètres couvrant la Terre. Et quand nous parlons de couvrir la Terre, ça veut dire que le phénomène photosynthétique était difficile. Beaucoup d'êtres ne pouvaient pas supporter. Et vous savez, les produits volcaniques aussi sont très riches en soufre. Voilà donc comment expliquer la disparition des êtres à cette période. Mais la chute des météorites et le volcanisme ne sont pas les seules causes. On peut aussi avoir des variations brusques, des variations climatiques. Nous-mêmes, on peut disparaître. Les hommes aussi peuvent disparaître. Imaginez la température d'un coup tombe à 100 degrés. Qui va résister? Ce serait une autre crise. On peut parler de variations de niveau des eaux. Le niveau des eaux, lorsqu'il augmente, il y a des animaux qui ont une respiration pulmonaire. Mais s'ils sont envahis par l'eau, c'est une disparition. Ou bien si c'est la baisse de niveau, que vont faire les animaux qui ont une respiration branchiale? Ces animaux ne pourront pas résister. Il y a aussi la tectonique des plaques. Nous avons vu en classe première le choc des plaques avec tout ce que ça entraîne comme conséquence. On pourrait aussi avoir une disparition des êtres vivants. En conclusion, nous disons chaque crise biologique s'est accompagnée de la disparition des êtres vivants et de la diversification des autres. Et comme nous avions dit tout à l'heure, pourquoi la diversification des autres êtres vivants? C'est tout simplement parce que la disparition d'un être libère la niche écologique. Et cette niche écologique qui est libérée est utilisée par l'autre être vivant pour sa diversification. Chers apprenants, nous sommes à la fin de cette deuxième leçon. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, revenez toujours à la fin de la leçon pour voir si les objectifs ont été atteints. Quels étaient nos objectifs? Situer les grandes coupures des temps géologiques. Nous l'avions fait à travers les schémas. Relever les différentes crises biologiques. On l'a fait. Ces différentes crises en insistant bien sûr sur la crise crétacée-tertiaire. Vous avez compris pourquoi, à cause de la disparition des dinosaures. Citer quelques causes. Nous avons démontré la cause, la chute des météorites et le volcanisme. Et on ne peut pas se séparer sans vous donner un petit devoir, un petit exercice. On vous demande de comparer l'évolution du nombre de genres de brachypodes et de lamellibranches. Observez attentivement. On vous demande par la suite d'expliquer l'impact de cette crise sur l'évolution de chacun des deux groupes. Pour vous aider, comme dans l'analyse, je vous dis le fait primordial ici, c'est la crise. Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse comparée. Le phénomène essentiel, c'est quoi? C'est cette crise permo-triassique. Permo vient de Permien, système permien. Triassique vient du Trias. Vous voyez donc cette crise qui se situe entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Vous allez donc montrer comment ont évolué ces organismes avant cette crise et comment ont évolué ces organismes après cette crise. Et vous allez nous donner des explications.
Et je peux déjà vous dire de bien utiliser la notion de la libération de la niche écologique ou bien des notions que nous avions vues dans les interactions concernant la compétition entre les êtres vivants. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.